Bonjour, Madame, Messieurs. Merci pour cet accueil chaleureux à Bukavu. Merci d'abord à l'UEA, merci à Panzi, la Fondation Panzi, l'hôpital de Panzi, la chaire Mukwege, l'Université de Liège. Je suis très contente d'être là. C'est un honneur d'échanger avec vous sur un sujet tellement important et d'actualité, c'est la réparation. Et je dis de l'actualité parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on ne parlait pas vraiment de la réparation. Presque du tout. Il y avait des ONG nationales et je suis très contente de voir des collègues, par exemple, de Kosovo ici, qui ont battu pour la réparation pour les survivantes de violences sexuelles et au conflit depuis 20 ans. Mais on n'en parlait pas vraiment au plan international. Et c'est pour ça que je tiens d'abord à reconnaître le rôle de Dr Mukwege, mais aussi de mouvements de survivantes de violences sexuelles liées au conflit en RDC, dans la prise de conscience internationale, nationale mais aussi internationale, de ce sujet de réparation. C'est le mouvement de survivantes de violences sexuelles liées au conflit en RDC. C'est un réseau des activistes, des combattantes, des guerrières, comme disait Naomi, qui ont vraiment battu pendant des années pour un changement de mentalité, pour la justice, mais aussi pour réclamer leur droit à la réparation. Donc elles sont réunies de façon très efficace au niveau national ici en RDC pour aller au gouvernement et demander la réparation. Peut-être un processus parallèle était au niveau international, où ces représentantes de survivantes de violences sexuelles en RDC sont parties à Genève. Elles sont réunies en 2016 avec des femmes victimes de 14 pays à l'époque. Maintenant, ce réseau, un réseau des activistes survivantes internationales, CEMA, réunissent plus que 25 pays. Et quand elles étaient à Genève pour formuler leur agenda international, c'était vraiment une voix unanime qu'elles ont choisi la réparation pour leur thème principal pour le plaidoyer au niveau national et international. C'était très intéressant. C'était quelque chose qu'elles ont tous voulu, mais presque personne. Il y avait une personne de Bosnie, en fait, qui a eu une réparation officielle. Bon, à partir de là, alors nous avons travaillé avec Nadia Mourad, Dr Mukwege, pour établir ce qu'est maintenant le Fonds mondial pour les survivantes. Comme disait le Dr Mukwege, et vous le savez tous, la responsabilité pour les réparations, ça reste avec les États, ça c'est clair. C'est un droit international, c'est aussi intégré dans presque tous les instruments nationaux, toutes les législations nationales. Mais il est très important de savoir que les réparations ne sont pas seulement le domaine des tribunaux. Lorsqu'une victime a le pouvoir et la preuve pour poursuivre la justice pénale. Comme on a entendu, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas de preuves. Mais toutes ces victimes ont aussi le droit à la réparation, indépendante des procès pénaux. Et c'est pour ça que nous plaidoyons pour le gouvernement de mettre en place des programmes de réparation nationale administratifs qui sont accessibles à toutes les victimes, comme a fait le gouvernement de Kosovo il y a quelques années, 20 ans après la guerre. Mais comme disait le Dr Mukwege, c'est urgent. Donc ce que nous faisons à la Fonds mondial pour les survivantes, c'est plaidoyer pour que ces États mettent en place ces programmes. On leur donne aussi un appui technique s'il y a une volonté sérieuse pour mettre en place des programmes de réparation nationaux. Mais surtout, il faut agir là où les pays attendent, où les survivantes attendent en fait. Cambodge, oui, Bangladesh, Soudan, Tchad, il y a un peu plus. Bon, au moins, je dirais 10 ou 15 autres pays où les survivantes se battent vraiment activement pour les réparations, mais ne reçoivent pas. Donc, pas de reconnaissance du mal qui leur a été fait, sans attendre, très important, que ce n'est pas de leur faute, que les bourreaux sont responsables, et sans excuses publiques. Et ça aussi, dans notre étude qu'on a mis dans 20 pays, ce n'est pas 40, mais c'est 20 pays,
cette excuse des États, c'est très, très important. Mais si ça ne vient pas d'un État, il y a d'autres acteurs qui peuvent agir. Et donc aussi sans sentir vraiment que la société est là pour elles, pour les aider et pour eux, pour les aider à reconstruire une vie dans la dignité. Alors, la communauté internationale peut agir, les communautés communautaires peuvent agir, les universitaires peuvent agir. Et c'est ça qu'on fait à la Fonds mondial pour les survivants. On réunit tous les acteurs pour avancer cet agenda de la réparation. Ce qui est très important dans nos projets, donc le Dr Mukwege il a parlé de projets de réparation intérimaire. Ce sont des projets avec des acteurs, des ONG locales que nous soutenons pour qu'elles travaillent dans ce processus de co-création avec les survivantes. Et ça commence très simple avec la question « c'est quoi la réparation pour vous ?» Donc ce n'est pas d'assistance humanitaire. Les personnes avec qui nous travaillons, ce n'est pas des bénéficiaires. Le droit de la réparation les appartient déjà, n'est-ce pas? Donc on échange vraiment cette façon de travailler. Et je voulais juste vous partager quelques exemples de pays divers dans le monde pour montrer c'était quoi alors la réparation que les victimes de violences sexuelles au conflit veulent ou attendent. Bon, on a parlé de Nigeria, on était aussi à Kosovo. En fait, on était à Kosovo pour apprendre comment le système de réparation a fonctionné là-bas et s'il y a des leçons à apprendre qu'on pourrait utiliser ici en RDC et d'ailleurs. Et je pense qu'on était vraiment choqués par les femmes qu'on avait rencontrées qui nous disaient qu'elles vivent toujours dans la maison où elles avaient été violées pendant des semaines à la suite. Il y a une femme qui parlait que dans sa maison, elle avait verrouillé la chambre où elle avait été violée avec une pièce de bois pour ne plus jamais y mettre les pieds. Mais chaque jour, elle passe toujours sa porte et elle se souvient de son cauchemar. Donc pour elle, elle disait la réparation, ça sera une nouvelle maison ou bien avoir de l'argent pour déménager. En Irak, les victimes de l'esclavage sexuel ont vu leurs rêves vraiment brisés lorsqu'elles ont été enlevées par l'État islamique lors du génocide de 2014. Et pour elles, la réparation, c'était la reconnaissance d'abord du génocide, mais aussi l'éducation pour tout le temps et toutes les opportunités ratées pendant les années de temps en temps, des mois ou des années en esclavage. Et surtout, elles demandent comme réparation une garantie que la situation ne répéterait plus. Aussi important, on a entendu aussi des femmes syriennes dire ça aussi, pour elles la réparation c'est libérer celui qui sont toujours en soit détention ou soit en esclavage. Je voulais aussi partager avec vous un exemple d'un pays que je trouve complètement oublié sur l'agenda international, et ça c'est le Soudan. J'étais à Darfour il y a des années, juste après le génocide là-bas, et je me souviens d'une fille, une jeune fille qui avait été violée par le Janjaweed. Vous vous rappelez peut-être le Janjaweed, un groupe armé qui terrorisait la région et dont le nom signifie « les diables à cheval ». Et après avoir été violés, ils ont verrouillé, donc les bourreaux, ils ont verrouillé les parties génitales de la fille avec l'aide d'une caneda, un padlock en anglais. Et cette fille, pas seulement cette fille à Darfour, mais ce sont des femmes maintenant, elles attendent toujours une réparation, y inclut une réparation physique qu'elles n'ont pas eu du tout. Un peu comme en Guinée, on les a oubliées complètement. Pas seulement au niveau international, mais aussi au niveau national par leur propre gouvernement. Je pense qu'il est important de mentionner que la réparation, ce n'est pas un choix entre l'éducation, réhabilitation, garantie de non-répétition. Non, les survivantes ont le droit à le paquet en total, n'est-ce pas?
Et c'est aussi pas nous à décider que doit avoir la priorité. C'est vraiment la survivante qui doit dire pour nous ça et ça, c'est le plus important maintenant. Et je pense que ça, c'est le processus de co-création qui regarde vraiment les victimes étant des titulaires de droits, ce qui, pour celles qui ont été dépouillées de toute autonomie, est très important dans la réparation. Et peut-être ça pourrait vous intéresser comme académique, on a fait des recherches sur les impacts de nos projets, et ce qu'on voit, ce qu'on peut montrer vraiment avec les chiffres, c'est l'impact de ce processus de co-création, donc vraiment travailler ensemble dans tous les détails en développant et mettre en place le projet, a une valeur réparateur elle-même. Et ça, c'est très important dans le processus de réparation nationale. Il faut travailler avec les survivantes. C'est le processus vraiment qui compte fortement aussi. Juste quelques mots sur la vidéo qu'on va voir maintenant sur le projet en RDC. Donc, en RDC, c'était un projet avec 1200 à peu près participantes. Je ne dis pas bénéficiaires, clairement, mais vraiment participantes actives. Et c'était un processus de co-création qui a résulté dans un projet qui comprit un soutien financier substantif. Donc, les survivantes reçoivent de l'argent sur un téléphone dans les phases, donc pas tout d'un coup, mais dans des tranches qu'elles-mêmes ont, indiqué comment elles veulent recevoir, quand, etc. Donc, il y a un soutien psychologique. Bon, on va voir dans la vidéo. Le vidéo est toujours un projet en progrès. On a y travaillé hier soir, mais ce n'est pas la version finale. Donc, s'il y a de petites erreurs, veuillez nous excuser. Mais juste avant de passer à cette vidéo, vous allez voir aussi que ce projet n'était juste un projet. C'était aussi pour engager le gouvernement dans ce projet pour les convaincre de mettre en place un système de réparation nationale ici en RDC. Donc le gouvernement a suivi ce projet, a été impliqué vraiment dès le début. Actuellement, en fait, il y a une loi sur la réparation pour les victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves qui a été élaborée ici en RDC et qui est maintenant sur la table du Parlement. Il y a encore un grand travail à faire et beaucoup s'interrogent sur la faisabilité de mise en place d'un système tellement grand en RDC où il y avait des milliers de victimes. Donc le commentaire typique qu'on reçoit, c'est « mais est-ce que ce n'est pas trop compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas trop de victimes? Est-ce que ce n'est pas complexe? Mais qui sait est-ce qu'elles ne vont pas mentir? Qui décide qui est la victime, etc., etc. » Bon, pour moi, la réponse, c'est vraiment la co-création. En fait, dans nos projets, on avait des questions comme ça. C'était déjà 1200 participants, donc c'était déjà compliqué. Mais qui nous a donné les conseils et les solutions brillantes? C'était les survivantes elles-mêmes qui travaillent aussi comme travailleurs sociaux dans le projet. Et je pense alors au niveau national, c'est absolument possible si on travaille ensemble avec le gouvernement et tous les acteurs civils qui sont absolument essentiels, surtout ici. Une autre question, mais il n'y aura jamais suffisamment de l'argent ou quoi pour toutes les survivantes. Le besoin est simplement trop grand. Surtout au niveau international, j'entends cette question, cette remarque. Mais pour être honnête, cette question devrait nous mettre un peu mal à l'aise. Ça me rend un peu mal à l'aise en fait. Peut-être une comparaison simple, c'est avec la nourriture, qui peut aussi sauver la vie, comme des réparations le peuvent. Est-ce qu'il nous arrive de décider de ne pas faire une aide alimentaire en cas de famine parce que le besoin est trop gros? Non, on ne peut pas même imaginer. Bon, d'abord, la réparation ne consiste pas seulement ou uniquement d'une compensation financière. En fait, beaucoup de survivantes donne beaucoup de valeur en reconnaissance symbolique aussi. Et elle ne demande jamais, en fait, une vie de luxe, bien que je pense qu'elle mérite absolument.
Bon, quelle voie à suivre? Nous devons montrer par l'action. Et ces jours-là, on va entendre les expériences des différents pays, les actions qu'ils ont amenées pour montrer leur gouvernement aussi d'agir. Montrer que la réparation c'est faisable et c'est abordable et mettre en place des mesures intérimaires qui ouvrent la voie pour des programmes financés par les États. Mais avant tout, écoutez véritablement, sérieusement, sincèrement les survivantes. Les résultats, je pense, seront meilleurs et les solutions plus innovantes. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un succès aux échanges de ces prochains jours. Merci.